Donc, je suis Xavier Delsol, avocat au cabinet Delsol Avocat, dans lequel j'ai créé un département il y a 30 ans qui est spécialisé dans le secteur des organismes à but non lucratif. Et je suis par ailleurs fondateur de la revue Juris Association et chargé de cours dans un certain nombre d'universités, Paris 1, Saint-Denis de la Réunion, Aix-Marseille, pour donner des cours sur justement le droit et le management des associations. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le secteur associatif a évidemment suit une période peut-être plus difficile qu'à certaines années fastes, c'est clair. D'un autre côté, si on regarde précisément pour aujourd'hui, je ne sais pas si ça va durer, peut-être qu'il y a un effet peut-être de latence qui est plus long dans le secteur associatif que dans les autres secteurs de l'économie. Mais aujourd'hui, il s'en sort pas trop mal, tant en ce qui concerne d'ailleurs, contrairement à une croyance bien répandue, tant en ce qui concerne les subventions publiques, qui effectivement pour la première fois cette année ont effectivement très légèrement baissé semble-t-il, mais à peine. En ce qui concerne d'ailleurs également le bénévolat, c'est un peu un mythe de dire tout le temps oh là là il y a de moins en moins de bénévoles, etc. Et en fait quand on regarde les chiffres et les récentes études qui viennent de sortir, on s'aperçoit qu'au contraire il y a de plus en plus de bénévoles dans les associations, ce qui est quand même un très bon signe. C'est certain qu'il y a peut-être un décalage dans ce que l'on demande aux bénévoles. C'est-à-dire qu'on ne demande plus aujourd'hui forcément aux bénévoles les mêmes choses qu'auparavant. On leur demande peut-être moins d'être présents dans des domaines techniques. On demandera moins à un bénévole d'être le comptable bénévole de l'association. Parce que ça, c'est un poste qui s'est professionnalisé aujourd'hui. Et effectivement, quand l'association en a les moyens, elle fera plutôt appel à un comptable salarié ou professionnel libéral. En revanche, dans les autres domaines du champ de compétences ou du cœur de compétences de l'association, là on demande de plus en plus à des bénévoles et il y en a un certain nombre. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques dispositifs qui commencent à se mettre en place petit à petit, mais c'est encore vraiment effectivement très, très maigre. Des dispositifs d'abord de formation des bénévoles, parce que c'est aussi une demande. Deuxièmement, de valorisation, soit pour leur formation professionnelle, soit effectivement pour aller, mais ça on n'en est pas encore là, jusqu'à la retraite, valorisation du temps de bénévolat, mais vu les difficultés des questions de retraite aujourd'hui, je pense que c'est pas pour demain. C'est vrai qu'il y a un effort, ça pour le coup, qui est évident à faire, surtout si on veut que les bénévoles continuent à venir dans les associations. Cela étant, bien sûr qu'il faut le faire, hein, je suis le premier à le penser, mais quand les bénévoles viennent dans une association, c'est pas pour ça. Hein. C'est bien de le faire pour qu'on tienne compte de leur implication, de leurs efforts, etc. Mais un bénévole qui vient, c'est pas pour ça. Il vient parce qu'il a vraiment le cœur pour ça et qu'il vient pour la tête et pour le cœur. Pour être plus précis, il y a une baisse réelle des subventions au sens strict. Hein, c'est-à-dire des subventions telles que d'ailleurs les définit le projet de loi Hamon qui donne une définition légale des subventions. Il y a une baisse effectivement au sens strict de ces subventions, mais parce que parallèlement, il y a une augmentation des marchés publics, puisque de plus en plus les collectivités locales, là où auparavant elles donnaient des subventions sans faire d'appel d'offres par exemple, aujourd'hui elles sont obligées de faire des appels d'offres et ce sont en général des associations qui répondent à ce type d'appel d'offres et donc à ce moment-là l'association voit ses subventions baisser. En revanche, elle voit le montant des appels d'offres, les ressources liées aux appels d'offres que l'association reçoit qui augmentent. Hein. Et donc c'est bien ce cumul des deux postes qui me fait dire que en fait, les subventions soit ne baissent pas, soit ont même en tout cas augmenté jusqu'à l'année dernière. En revanche, les autres sources de financement, que sont notamment, alors de mémoire, les cotisations, augmentent également légèrement. Alors je ne sais pas quel phénomène, quelle est la cause de ce phénomène. En revanche, les dons et le mécénat des associations augmentent également un petit peu, mais à mon sens là pour le coup de manière trop peu significative, et c'est dommage parce qu'il y a vraiment là un gisement important. Vous parliez tout à l'heure des autres pays par exemple, si on compare évidemment par rapport aux pays anglo-saxons, où là c'est une question de culture et de mentalité. Les personnes qui gagnent de l'argent dans leur vie professionnelle estiment qu'elles doivent rendre à la société ce qu'elles ont reçu et donc c'est pour ça qu'elles font parfois des dons absolument colossaux quand on regarde ne serait-ce que simplement les financements des universités américaines qui sont donnés par des anciens étudiants devenus parfois richissimes. Même en France, c'est quelque chose qui ne viendra à l'idée de personne. Hein. C'est une question de mentalité. Toute nouvelle source de financement est bonne à prendre. Hein. Et effectivement, c'est dans la diversification et j'allais dire, si ça paraît pas un peu antinomique, mais la concurrence dans les ressources que ça permettra de favoriser, de développer des ressources. Plus il y aura de concurrence dans les modes de ressources, plus ça permettra aux associations de recevoir de l'argent, c'est clair. Alors, j'en pense que c'est
Il y a des choses intéressantes, il n'y a pas de doute. Ceci dit, c'est un peu dommage, on a un peu l'impression que le projet s'arrête au milieu du gué. Sur un certain nombre de domaines. Bon, c'est d'abord un projet un peu d'annonce qui veut, et c'est intéressant, hein, qui veut valoriser l'économie sociale. C'est d'ailleurs l'objectif même premier du projet. Il veut valoriser l'économie sociale. Donc il y a toute une série de propositions en ce sens. En revanche, sur les aspects purement techniques, il y a quand même quelques mesures qui sont des mesurettes, si je puis dire, sur le titre associatif ou des choses comme ça qui vont concerner 50 associations en France, alors que d'autres éléments où il y a un très bon début, comme par exemple l'ouverture de la capacité des associations à recevoir des dons et legs ou à recevoir ou à gérer des immeubles de rapport, il y a une petite ouverture, mais on a l'impression qu'à peine ouvert, la porte se referme immédiatement parce qu'on nous dit « Ah oui, mais ça ne concernera pas tout le monde », etc. Il y a encore les vieux réflexes, j'allais presque dire les vieux démons, qui traînent sur ce plan-là. Donc c'est un petit peu dommage, alors qu'il y avait quand même d'autres choses à faire. Le deuxième élément, c'est que, et ça il faut absolument le dire, parce que même les sénateurs d'ailleurs qui sont en train d'examiner le projet le disent eux-mêmes, sur un certain nombre de points, comme d'ailleurs ceux que je viens de noter, le projet de loi n'aura d'intérêt que s'il est suivi dans la loi de finances, par une modification également du Code général des impôts, parce que si on vous dit vous avez le droit de recevoir des dons et legs, mais ils sont assujettis aux impôts à un droit d'enregistrement de 60%, l'intérêt est quand même limité. Quand vous recevez 100 000 euros ou 10 000 euros, à la limite, on vous dit qu'il faut payer 60%, il vous en reste 40. Mais si vous recevez un immeuble qui vaut 100 000 euros et qu'on vous dit qu'il faut payer 60 000 euros de droit, vous êtes obligé de vendre l'immeuble, donc l'intérêt devient tout à fait limité. C'est en tout cas quelque chose qui est dans l'air du temps, il n'y a pas de doute. Ça a fait ses preuves dans certains domaines. Certains disent que ça n'est pas non plus la panacée, ce que je veux bien croire d'ailleurs, hein. Aucun système n'est la solution idéale, ça se saurait. Je pense que comme dans toute chose, il faut avancer petit à petit et se dire que ça n'est pas oui, que c'est pas la panacée, mais ça peut permettre par contre sérieusement de faciliter certains projets justement de partenariat entre les acteurs publics et les acteurs privés, où il y a du bon à prendre des deux côtés. Alors c'est effectivement la grande tendance du moment. Il y a eu l'époque Small is Beautiful, hein, qui nous venait de la Californie. Aujourd'hui c'est l'époque Big is Beautiful. Et effectivement on le voit d'ailleurs aussi bien dans les instances publiques. Par exemple dans le secteur de la santé, on a vu les agences régionales de santé qui se regroupent, etc. et qui reprennent des activités ou qui reprennent des compétences qui étaient autrefois déléguées à des services départementaux. Et qui du coup d'ailleurs actuellement impose ou incite très fortement les acteurs de ce secteur-là à fusionner, justement à se regrouper, ce qui rejoint exactement ce que vous dites. Alors je crois qu'effectivement, ça peut être vrai, j'en suis pas convaincu à 100%, mais ça peut être pertinent en tout cas dans un certain nombre de cas, lorsqu'il s'agit d'opérateurs qui sont en fait bien qu'indépendants, qui dépendent directement, dans l'exemple du secteur sanitaire et social, qui dépendent directement par exemple de l'État, des pouvoirs publics, ne serait-ce que pour leur financement. Et que là, il y a un regroupement avec une synergie de moyens, ça peut paraître intéressant. En revanche, pour le reste, alors là c'est vraiment une opinion personnelle qui n'est pas technique, qui est purement subjective, je crois qu'au contraire c'est de la diversité et de la concurrence que naît le meilleur, hein, et que naît une saine émulation. Et j'hésite pas à employer ce mot de concurrence entre associations, si on l'entend au sens saine émulation entre chacun pour que tout le monde se sente porté par le mouvement, avec l'importance des initiatives individuelles. Hein. C'est le principe de subsidiarité qui est mis en avant au niveau européen, même s'il n'est pas toujours respecté dans les instances européennes, où parfois on retrouve un peu l'inverse. Mais ce principe de subsidiarité, c'est ce qui permet de dire qu'il faut qu'il y ait le maximum d'initiatives individuelles et que c'est de là que naissent les grands projets. C'est justement ce genre de rencontre qui permet aussi aux associations de se coordonner, de mieux se connaître, de travailler éventuellement ensemble. Donc ça, pour le coup, et c'est une initiative individuelle, ça n'est pas été imposé par en haut. Donc j'en suis bien le premier content de ce succès. Et je vais vous dire très honnêtement, avec un peu de prétention, mais tant pis, que je suis d'autant plus content de ce succès, que ce forum se marche si bien, puisque c'est la 8e édition, c'est ça, que j'ai la prétention de penser que j'ai été le premier à créer un forum des services aux associations en 1989, porte de Versailles, avec la revue Juris Association que j'avais créée à l'époque. Et nous avions fait 3 forums successifs, porte de Versailles, puis le dernier à la Grande Halle de la Villette. Et ça avait bien marché. Mais je crois que c'était encore un petit peu tôt dans les esprits. Les choses n'étaient pas encore nées. Et un projet, vous le savez, il faut qu'il naisse ni trop tôt ni trop tard. Votre forum, il est né au bon moment et c'est une réussite complète. Bravo.